Ravi de vous retrouver, les graphes, comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le point sur les marchés. Donc première partie marché, deuxième partie accès, action, analyse. Donc au niveau macro, on n'a pas de changement globalement. On a des stats qui continuent de sortir. La semaine dernière, on avait eu le chômage qui était sorti. Donc ce que l'on a, c'est toute la dualité actuellement entre un marché boursier qui est dans l'anticipation et qui varie globalement très rapidement sur différentes stats, et globalement l'économie. Et l'économie qui est en fin de cycle, très certainement, et globalement où on est en train d'acter la transition, tout simplement. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut bien savoir, je vais essayer globalement de vous le répéter et de vous préparer, c'est qu'il faut savoir que voilà, sur les stats inflation, sur les stats chômage, ce sont encore des stats qui démontrent une certaine résilience et qui donc ont des relents de peur de « oh mon Dieu, l'inflation va encore rester parmi nous et va encore rester élevée ». C'est en effet le risque, ça serait le risque et une grosse problématique. Mais à ce stade-là, ce qu'on va plutôt privilégier et ce que les marchés ont l'air plutôt de nous dire, surtout quand on regarde le Nasdaq qui, vendredi dernier et ce vendredi également sur les stats, a un petit peu peur, mais très rapidement rachète, c'est en gros que ces stats-là sont des stats un petit peu du passé et que le marché est déjà en train de se projeter, que donc le marché ne croit pas globalement que le marché de l'emploi va rester fort. Il pense qu'il va se dégrader et que les prix à la production ou les prix à la consommation vont également continuer de baisser. Mais pour autant, voilà, on aura le CPI la semaine prochaine, puis on aura la Fed, puis on aura la BCE. Globalement, en fait, on ne devrait pas avoir de surprise, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une augmentation de 0,5% des taux de la Fed. Et ce qui va être le plus important, donc, c'est le discours de Powell. Est-ce qu'il va nous faire un discours comme il nous a fait le 30 novembre, c'est-à-dire globalement depuis la fin des midterms, où l'on voit qu'on a un discours qui est beaucoup plus enclin à dire mon pauvre marché, oui, je vais continuer à te monter les taux, mais un petit peu moins fort, et je ne vais pas te les monter au-delà de 5%, tu as ma parole, et si jamais il se passe un truc de mal, tu peux compter sur moi. Donc c'est ça vraiment qui va nous intéresser. Donc ce qu'on en a vu ces dernières semaines, c'est que le marché joue quand même un petit peu plus, ou utilise le prétexte de devoir consolider sur pas mal de valeurs, notamment de valeurs cycliques qui avaient pas mal monté sur les mois d'octobre-novembre. On utilise le prétexte que, oh mon Dieu, il y a une récession qui se prépare, et on anticipe plus ou moins qu'elle soit un petit peu plus dure que ce qu'on anticipait jusqu'à maintenant, où le marché avait pas mal fait des rebonds de 20-30% sur des valeurs cycliques, où donc on était plutôt en train de jouer la désinflation et le fait que la récession, le ralentissement économique serait doux. Là, on voit qu'on utilise un petit peu le prétexte de se dire « oh mon Dieu, ça sera un petit peu moins doux », mais entre guillemets, pour l'instant, il est bien trop tôt pour le savoir. Vous voyez bien que les statistiques qui sortent nous démontrent encore que l'économie tient. Donc savoir qu'est-ce que sera l'économie dans 6 mois? Est-ce qu'on va dégrader? Oui, mais à quelle vitesse on va dégrader? Est-ce qu'on va dégrader? Oui, mais est-ce qu'on va être dans la capacité, voilà, d'avoir quelque chose qui se fait en douceur? Ou au contraire, est-ce qu'on va sortir les cadavres du placard? Est-ce qu'on va avoir à un moment donné, avec l'augmentation des taux, des refinancements, des problèmes de refinancement, des entreprises qui ne trouvent pas moyen de se refinancer et qui donc éventuellement se mettent en défaut et engagent du collatéral éventuellement avec un effet domino, bref, où on ressent la crise de la dette. Ça, je veux dire, à aujourd'hui, oui, on peut en effet dire oui, c'est ça qui va se passer, ou non, pas du tout. Mais en fait, la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le marché est si indécis, entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'essayer de se projeter sur les 6 à 9 mois qui arrivent, et ça va être très compliqué de savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Donc en gros, les 3 premiers mois de 2023 vont être super importants pour regarder un petit peu comment les stats se dégradent, si elles se dégradent, mais très fortement, on pense qu'elles vont se dégrader. En fait, le marché dorénavant va bouger non pas
sur les stats en elles-mêmes, mais à quelle vitesse, quelle est la volatilité sur les stats. C'est ça qui va être le plus important sur le marché maintenant, parce qu'on est en train d'acter la rotation et la transition. On est en plein là-dedans. Donc bien entendu, il faudra s'attendre à un moment donné à des revirements de situation. Donc peut-être que la semaine prochaine, le CPI va sortir au-dessus des attentes. Et donc tout le monde va dire, oh mon Dieu, voilà, l'inflation n'est pas prête de partir, etc. Très bien. Mais ce qui sera le plus important pour moi, c'est ça ne changera rien certainement à la décision de la Fed. Je pars du principe que la Fed, tout comme l'investisseur, tout comme ce que nous donne le marché actuellement, c'est l'idée de se dire, ok, même si les stats démontrent de la résilience, les banques centrales, en fait, savent très bien, et elles l'avaient bien explicité dans un communiqué, que l'impact de la hausse des taux met un certain temps à venir contaminer l'économie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, juste parce que le PPI et le CPI ressortent potentiellement encore à des niveaux, certes, qui montrent une décélération sur plusieurs mois, je parle, mais qui ont des petits rebonds comme ça sur du court terme, qui démontrent que on reste sur des niveaux élevés. C'est pas ça qui va pousser la Fed à faire encore du 0,75. En tout cas, je ne mettrai pas ma main à couper, mais globalement, c'est pas ce que je crois, parce que on prend très bien la proportion que, en gros, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est les hausses qu'on a faites ces 3-4 derniers mois qui vont commencer à impacter l'économie. Donc je pense que la Fed a bien conscience qu'il faut éviter maintenant de trop en faire et que c'est maintenant qu'il peut y avoir une erreur de politique, c'est maintenant qu'elle pourrait être faite, c'est justement de ne pas laisser le temps au temps et de ne pas laisser justement l'économie un petit peu se débrouiller tout seul, que l'on puisse avoir des stats, que l'on puisse voir à quelle vitesse on décélère l'inflation, on décélère la croissance, et en fonction de ça, la Fed pourra venir ajuster. Si on continue d'augmenter trop les taux maintenant, il y a un risque que dans 6 mois, on se réveille avec une décélération importante et que là, même si la Fed réagit rapidement en baissant ses taux, on continuera de se prendre pendant 3 mois la hausse des taux qui a été faite trop en amont, trop fortement, alors qu'on avait déjà des présignes de décélération. On a, quand on regarde des statistiques avancées, pour moi, on a ces décélérations. Maintenant, il faut bien faire attention, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les 6 mois à venir, on va parler de désinflation et on va parler de décélération économique, mais ça ne veut absolument pas remettre en cause que potentiellement, on va rester dans un monde inflationniste, en tout cas plus inflationniste que le monde d'hier, et qu'on restera et qu'on reprendra une inflation linéaire lorsque les banques centrales décideront à nouveau de supporter l'économie, à nouveau d'arrêter du quantitative tightening et de relancer du quantitative easing, et à ce moment-là de recommencer à financer un petit peu de l'inflation, et on nous expliquera que l'inflation c'est pas si grave que ça, la priorité c'est de sauver l'économie. Et donc là vous avez une inflation qui ne sera pas une inflation exponentielle comme on a connu, je dirais, à cause du Covid et à cause de la guerre, mais qui sera une inflation plus structurelle et qui sera de manière plus linéaire, c'est-à-dire qu'elle sera au-dessus des niveaux qu'on a l'habitude de fréquenter, mais elle sera en hausse, mais ça se fera par escalier globalement, donc de manière linéaire, à défaut d'une manière exponentielle. Donc voilà, pour moi, les éléments qu'il faut bien comprendre à ce stade-là. Il ne s'agit pas de dire justement que l'inflation est terminée. On est dans éventuellement un tournant, mais économiquement, il faut bien comprendre que ces tournants mettent du temps. C'est comme, je me suis battu pendant des mois et des mois contre l'utilisation du mot temporaire, parce que je trouvais justement que c'était pas le bon mot qu'il fallait utiliser. Le mot transitoire m'allait beaucoup plus. Mais la problématique, c'est la définition qu'on donne à transitoire. Quand on parle d'économie, la transition, je vous ai toujours dit, c'est 2 ans. Et on est en plein dedans, vers 2023, premier trimestre 2023, ça fera globalement 2 ans depuis le printemps-été 2020, pour celles et ceux qui suivaient à l'époque, où on commençait déjà à parler temporaire, c'est pas bon, il faut parler de transitoire. Mais voilà, la problématique pour moi, c'est toujours la même, et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, la Fed fait le boulot. Peu importe tous les experts qui feraient mieux le boulot que les banquiers centraux, bien entendu, mais pour l'instant, ils font le boulot, et donc c'est là où ça va se jouer maintenant. Donc c'est là où je trouve très intéressant de bien comprendre la réaction du marché,
et de bien voir que le marché ne panique plus sur ces stats-là. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, des stats comme ça, le marché tout de suite, c'était la fin du monde, etc. Donc là, on comprend bien, en gros, que le marché est en train vraiment de regarder vers le futur, et que pour lui, le futur, c'est plus le risque d'une récession plus dure que soft, plus que l'inflation. L'inflation est donc passée à un second plan. Là aussi, on avait préparé le terrain, mais globalement, le marché est en train maintenant de nous le confirmer. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière avec cette stat du chômage, et c'est exactement comme ça qu'on a clôturé le vendredi. Or, ce qu'on a fait depuis le lundi ensuite, c'est qu'on a cessé de baisser sur le Nasdaq jusqu'à retrouver le niveau où on avait eu le joli discours de Powell qui nous avait bien dynamisé. Donc c'est bien là aussi où il faut bien comprendre, c'est que rien n'empêche éventuellement que on s'en sorte très bien aujourd'hui sur le marché. Donc on dit le marché digère plutôt bien la stat, mais potentiellement la semaine prochaine, on redégringole, on casse les 11 350, et là on se dira, ah mince, on a cassé quand même un petit peu la dynamique de rebond, c'est pas bon. Donc c'est bien là où il faut faire attention, et il faut bien comprendre que le marché est très nerveux, et il faut surtout bien comprendre qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas omettre qu'on est sur de la fin d'année et qu'on a énormément d'arbitrages également qui doivent se réaliser. Il est sûr et certain qu'un paquet de gérants ne veulent pas nécessairement montrer un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs de croissance, et veulent les bazarder pour pouvoir acter les moins-values, et ne pas montrer dans leur bilan éventuellement ces valeurs qui ont des grosses moins-values pour pas avoir trop de questions, etc. Et pour pouvoir embellir la mariée, pour garder la clientèle, parce que le nerf de la guerre, il faut bien vous dire, quand les banques centrales commencent à faire du resserrement monétaire, on commence à réduire les liquidités, et donc quand vous réduisez la taille du gâteau, bah c'est là où toute la concurrence se met à se faire réellement concurrence. C'est-à-dire que vous remarquerez que quand l'économie est en expansion, on augmente le gâteau. Donc il y a de la concurrence bien entendu, mais en gros, tout le monde coopère. Et on voit des concurrents coopérer entre eux, parce que justement le but c'est de se tailler une plus grosse part du gâteau, mais comme le gâteau grossit, on est plutôt dans la coopération. Vous allez retrouver ça partout, hein, que ce soit tout le monde, vous allez toujours retrouver tout ce qui est dans du commerce, etc. On va coopérer quand la part du gâteau, quand le gâteau augmente. Quand on commence à rétrécir le gâteau, bah là forcément la problématique c'est que pour continuer éventuellement à grignoter, à augmenter son propre gâteau ou à le conserver, ben, il faut aller bouffer chez le voisin. Donc ça veut dire que là, la concurrence, il n'y a plus du tout de coopération, il n'y a plus du tout de copain-copain, on va cracher. On va aller cracher justement sur le voisin, et on est en pure compétition, parce que là, le but, c'est que comme il n'y a pas d'argent nouveau qui rentre, on est obligé d'aller piocher chez le copain. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur le marché, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous avez du quantitative tightening, si derrière on a une récession qui est plus dure que douce, il faut bien comprendre que les actions et les obligations re-rentrent en compétition et en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a les flux commencent à se réduire, et là les questions vont se poser. Et comme on n'a plus assez d'argent pour investir sur tout et faire tout monter, c'est-à-dire à la fois avoir des obligations, à la fois avoir de l'or, à la fois avoir des actions, ben il faudra faire des choix. Et potentiellement, 2023, on rentre dans cette rotation qui est une rotation où on ne peut pas tout avoir, on est obligé de faire des choix, et là, éventuellement, il y a des choix qui se font donc au détriment d'autres, et il va y avoir des influx dans certaines choses et des reflux, je blague, sur d'autres éléments. Et ça, c'est ce que j'essaye de vous expliquer avec différentes vidéos. Je ne vais pas le refaire ici, globalement, mais vous pouvez regarder notamment les 2 dernières vidéos que j'ai publiées cette semaine dans la liste des dernières vidéos. Et globalement, voilà, c'est ce à quoi j'essaye de préparer pour l'année prochaine, et c'est ce qu'on retrouve chez les gros gérants. Le seul bémol que j'aurai, c'est que voilà, quand on voit les gros gérants que j'aime bien lire, etc., qui ont à peu près le même avis et que j'ai le même avis qu'eux, voilà, le seul truc où je me méfie un peu, c'est que quand on a un petit peu trop le même avis, c'est pas que ça va pas se passer, c'est qu'il faut certainement prendre en compte qu'il va y avoir un différentiel de timing. Donc il faudra savoir jouer un petit peu avec les sous-vagues, sans pour autant remettre en cause le scénario de base. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc quand on rentre maintenant dans l'analyse un peu plus graphique du Schmidtblick,
Le Nasdaq, globalement, pour moi, a fait quelque chose de moche quand même cette semaine. C'est-à-dire qu'on avait cassé ici cette petite figure, hop, on va nettoyer ça, une petite figure en biseau descendant, on casse ici par le haut. Le pullback m'allait bien, mais là, à partir du moment où on repasse en dessous des 11.006, 11.007, c'est un pullback un petit peu trop profond. On va chercher une zone support, on arrive à rebondir, mais pour l'instant, ça reste du rebond. C'est-à-dire que pour se remettre dans des bonnes dispositions, il va falloir qu'on réussisse à dépasser les 11 750, 11 800 points, et là, on se remettrait dans des bonnes dispositions. On a le CPI mardi, on a la Fed mercredi. Donc, autant dire que en plus, on se retrouve en fin d'année, beaucoup d'arbitrage de portefeuille, beaucoup de personnes qui se sont plus ou moins sorties l'épine du pied au niveau de leur performance et qui, pour sûr, vont pas vouloir la mettre à risque pour cette fin d'année. Donc voilà, on se retrouve un petit peu avec une petite cocotte minute comme ça, où vous avez beaucoup d'éléments qui peuvent jouer. Donc c'est clair et net qu'il peut encore avoir de la volatilité. Et à partir du moment où on aura passé la Fed, donc là, très certainement, les derniers arbitrages auront lieu, et après, ça va commencer à partir en vacances. Ça ne veut pas dire il y aura des moins de volume, mais ça ne veut pas dire que ça sera inintéressant. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là pour moi. Donc là, on est un petit peu coincé, je dirais, dans une zone 11 350, 11 800 pour arrondir, et il faudra en sortir pour donner la suite. Si on en sort par le bas, on remet en cause un petit peu tout ce qu'on a construit sur le mois d'octobre-novembre, donc ça ne serait pas jojo, il y aurait cette zone de gap à fermer. Il ne faudrait pas tuer le taureau non plus, tant qu'on tient Saint-Oblique aux alentours des 10 009, 11 000 points, qui correspond à cette zone de gap. Donc il faudrait absolument tenir cette zone. Mais ça serait un petit peu moins jojo globalement. Sinon, au contraire, hein, si on arrive à se sortir là, de la zone des 11 008, 12 000 points, on peut éventuellement s'ouvrir une nouvelle jambe vers cette autre zone de gap. Donc on est coincé entre deux gaps globalement. Sinon, voilà, ce que l'on constate, c'est que le Nasdaq est quand même très neutre. Donc beaucoup de zigzags, mais c'est quand même assez neutre à ce stade-là. Si on regarde un autre indice comme le CAC 40, qui est beaucoup mieux diversifié, avec de la cyclique et compagnie, on voit que ça résiste. D'une part, ça a surperformé. Donc ça, c'est pour faire écho à une vidéo où vous avez bien de la surperformance européenne qui arrive par rapport aux États-Unis, ça arrive, c'est pas que dans les livres. Donc là, bon, c'est sur quelques semaines, mais ça peut être sur quelques années, c'est qu'une question de tendance et de cycle. Donc là, ce qui m'intéresse, sur le CAC 40, bon, on est venu chercher plus ou moins la zone des 6008, on bute dessus et maintenant on consolide à plat. Globalement, ça fait un mois qu'on fait rien, donc c'est suffisamment rare pour le noter, ça permet de se reposer un petit peu, et donc globalement, on est dans une espèce de range, hein, donc en gros entre les 6530 à 6580 points, c'est votre support, et la zone de résistance, je vais la mettre à 6007, 6008, et donc on est en train de zigzaguer à l'intérieur de ça. Vous cassez par le bas, on met en place une petite correction certainement avec la zone des 6004 à entrevoir, mais qui ne remet pas en cause encore le retournement haussier pour l'instant qu'on est en train de construire. Si on venait à percer ça, ça voudrait dire que le marché joue vraiment la récession dure et commence à casser les pattes arrière aux valeurs cycliques, et donc l'Europe sous-performe, parce qu'on est très gavé de valeurs cycliques sur le marché européen, ou au contraire, on arrive à s'affranchir des 6008, etc. Et ça voudrait dire qu'on est rassuré un petit peu sur les stats et qu'on joue la récession douce, ce qui continuera de faire surperformer l'Europe et les valeurs cycliques globalement par rapport à des valeurs plus technologiques. Et donc au niveau du Nasdaq. On peut regarder aussi, donc là aussi on est un petit peu au milieu du gué, on est en attente, donc on peut regarder le S&P 500 qui est un peu plus, qui est l'indice un peu plus équilibré, si j'arrive hop à le choper. Donc là on va retrouver à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait un très bon rebond, on arrive, on bute ici, donc c'est comme l'été dernier, on arrive, on bute sur la résistance, et là la question, vous le voyez, l'été dernier on avait tout traversé comme dans du beurre, et là c'est, est-ce qu'on va faire la même chose? On se retrouve à peu près dans le même truc que le Nasdaq, c'est-à-dire que pour moi, on a retracé un petit peu trop. Alors on est venu chercher le support horizontal qui sert, qui permet le rebond, mais vous voyez le rebond, c'est pas non plus un rebond franc du collier, c'est pas un rebond, c'est une opportunité d'achat. C'est un rebond qui est assez mou, assez lourd. Donc c'est ça le petit bémol qui est là pour nous dire, ok, méfiance, on va attendre de voir comment ça construit. Parce que casser par le bas
et aller chercher en mode oh mon Dieu, on va tous mourir, la zone de gap ici, c'est clairement pas impossible, hein. Donc il faut le garder à l'esprit. Pour l'instant, on continue de jouer le rebond, mais un rebond qui n'arrive pas à s'affranchir assez rapidement des 4000 points pour se remettre dans des bonnes dispositions, sachant qu'on a le CPI mardi et qu'on a la Fed mercredi, il n'y a pas beaucoup de monde qui va vouloir se surexposer juste avant tout ça, dans une configuration technique qui n'est pas, qui est pas la meilleure. Donc on sent bien voilà, qu'on est entre deux eaux, et le marché le prouve bien, parce que on fait la boule de flipper, quoi. Donc on est vraiment en attente. Donc là, on est typiquement dans cette configuration-là. Si on regarde maintenant les taux, comment on a réagi aux taux, ben on fait quand même monter les taux. Donc je rappelle, ça c'est l'obligation. Si l'obligation baisse, son prix baisse, ça veut dire que les taux augmentent. Donc on le voit, si sur les indices actions, on décide quand même d'acheter la stat globalement, sur les taux, on est un peu plus réservé, on fait quand même monter les taux, c'est-à-dire qu'on continue de jouer la carte que la Fed va rester quand même va rester rigide. Donc ça, pour moi, c'est également ce qu'il va falloir regarder, et pour moi aussi, c'est quelque chose où je vois plus une construction devoir se faire. On a fait le rebond globalement qu'on devait faire. On peut toujours aller pousser un petit peu plus haut, c'est comme sur les indices, on peut aller gratter. Ça reste des configurations de rebond, pour l'instant, qui ne sont pas remises en cause. Mais la grosse question à vous poser, c'est, ok, pour aller gratter un petit peu plus, qu'est-ce que je suis prêt à risquer? Qu'est-ce que je suis en train de risquer? Et à quel moment je me dérisque? Donc c'est ça la vraie question à se poser là actuellement, c'est, ok, pour essayer d'aller accrocher un petit potentiel supplémentaire, regardez dans votre portefeuille qu'est-ce que vous êtes en train de risquer globalement. Donc c'est une question de ratio gain-risque qui est en train de se mettre en place. Donc là, pour moi, je veux dire, c'est avant tout une construction que je veux voir. Parce que à ce stade-là, si le prix des obligations continue de casser par le haut et monte en flèche, il ne faudra pas nécessairement le voir comme une bonne nouvelle en mode les taux sont en train de baisser, c'est génial. Il faudra le voir, si ça monte en flèche, comme un événement qui fait que le marché prend peur et se dit récession dure. Ok, donc moi je préfère largement qu'on prenne notre temps et qu'on construise limite, qu'on retende un petit peu les taux, qu'on refasse remonter un petit peu le dollar et en fait qu'on construise la congestion. Et c'est ça qui, sur le premier trimestre 2023, la cassure par le haut ou par le bas, nous donnera le signal que le marché veut jouer. Ça casse par le bas, le marché veut jouer le fait que l'inflation n'est pas morte, qu'on a peut-être une inflation de second tour qui vient et que donc on s'est tous plantés globalement en pensant qu'on allait avoir droit à la désinflation. C'est ballot, la Fed va devoir monter les taux à 6 ou 7%. Perso, j'y crois pas, parce que si on monte les taux au-delà de 5%, je ne vois pas comment les boîtes vont se refinancer, les États n'en parlent pas, donc on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on peut dire dans le discours que si l'inflation continue, oui, nous, membres de la Banque centrale, on va continuer d'augmenter les taux, mais à un moment donné ça coince, parce qu'on a les niveaux d'endettement de sortie de Seconde Guerre mondiale, et pas ceux des années 70, où ils étaient à des niveaux de 50 ou 60% du PIB, et donc ça laissait une marge de manœuvre pour pouvoir monter les taux, tout en ayant toujours du refinancement qui était possible. Là, vous serrez la vis, vous continuez de monter les taux, vous avez des refinancements aujourd'hui dans une économie en récession, etc. Je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je rappelle que les actions du S&P 500, c'est pas ça l'économie, hein, c'est les PME, c'est le tissu, et le vrai tissu économique, c'est les PME. Donc il faut sortir aussi de Apple, parce que quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui me dit ouais mais Apple, ils ont une trésorerie de malade et tout, il y a pas de dette et tout, donc c'est génial. Ouais mais c'est pas Apple l'économie, hein. Donc je rappelle, beaucoup de personnes parlent justement du fait que les valeurs technologiques sont en train de virer un paquet de monde. Alors oui, ils virent un paquet de monde, mais globalement, il faut savoir que les valeurs technologiques, ce sont pas les entreprises qui sont les plus gourmandes en emploi. Ça représente 3 ou 4% aux États-Unis, je crois, hein. Donc vous voyez, globalement, c'est les plus grosses capitalisations, mais en termes de bassin d'emploi, c'est eux qui emploient le moins. Il faut partir sur du cyclique, l'industrie, etc. C'est ça qui a besoin de plus de bras. Donc il faut également, c'est là où c'est important toujours d'avoir cette réflexion, plutôt que de faire des raccourcis. La vue globale est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, hein. Et c'est pour ça que l'inflation...
c'est très difficile globalement de pouvoir se percevoir qu'est-ce que sera l'inflation dans 6 mois, etc. Donc je pense que c'est justement rester humble, de pouvoir se dire que se projeter à 6 mois et être sûr que l'inflation sera plus basse ou sera plus haute, etc., pour moi, vous pouvez le dire, vous pourrez derrière fanfaronner, c'est 50% de chance globalement. Mais si vous devez commencer à investir et à suivre là où est votre bouche, vous vous rendrez compte qu'il y aura beaucoup moins de monde pour être aussi catégorique. Donc l'économie, c'est quand même quelque chose de complexe, sinon tous les économistes seraient très bons en bourse, gagneraient des fortunes en bourse, et c'est loin d'être le cas. Et la majorité d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas un euro en bourse. Donc c'est ça aussi qui est important de bien penser, c'est que là, alors que tout le monde est en train de partir sur sa petite prévision, rappelez-vous qu'une prévision où il n'y a pas de timing, ça vaut rien. Okay, une prévision, parce que derrière c'est 50% de chance. Alors le mec peut toujours venir derrière fanfaronner en disant j'étais le seul à avoir vu l'inflation se maintenir, etc. Très bien, mais en même temps, c'est une chance sur deux. Ce qui est important, c'est de savoir, ok, vous voulez vraiment faire des prévisions, ben faites des vraies prévisions. Alors dites-moi au premier trimestre à combien on désinflate l'inflation, ok. Et puis au second trimestre, l'inflation remonte un petit peu, etc. Non, parce que juste dire dans un an l'inflation sera au même niveau, etc. Oui, bon, très bien. Je peux faire beaucoup de vidéos, dire différentes choses et à un moment donné revenir également en prenant juste la vidéo où j'aurais eu raison et puis faire du rabâchage là-dessus. Hyperinflation également, moi j'y crois pas. De toute façon, c'est assez intéressant. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est les mêmes personnes qui nous parlent aujourd'hui de l'hyperinflation, de l'inflation qui va persévérer, etc., avec tous les arguments qui sont tout à fait intelligibles, hein, mais c'était exactement les mêmes arguments en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Hein, on devait mourir de l'hyperinflation à l'époque aussi. Il n'y a rien eu, si bien que les banques centrales ont dû continuer de maintenir les politiques à taux zéro et à faire du quantitative easing pour essayer de créer de l'inflation. Donc le comble aujourd'hui, c'est qu'on a trop, mais pour moi, c'est surtout lié à une mauvaise compréhension de ces économistes sur c'est quoi la planche à billets et c'est quoi le quantitative easing, hein, et que ça ne se retrouve pas nécessairement dans l'économie tout de suite. Hein, ça a toujours un petit laps de temps. Mais voilà, il ne faut pas jeter la pierre. Hein. Vous avez Paul Krugman, prix Nobel d'économie quand même, rien que ça, qui s'est planté également pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, qui revient en nous expliquant qu'il y a l'inflation, et voilà, très bien, ce coup-ci, oui, il y a de l'inflation. Donc, faire très attention par rapport à ça. Je rebondis par rapport à de nombreux mails que je reçois tout le temps, où on me demande « Qu'est-ce que tu penses de tel, il a dit ça, il a dit ça ». Vous pouvez trouver tous les scénarios, hein, tout est écrit. En tant qu'investisseur, le but, c'est de faire un gros ménage, d'une part, et de bien comprendre que tout le monde va avoir raison à un moment donné. C'est une question de timing, c'est une question de sous-vague. Et donc, notre boulot, c'est que pour que ça nous rapporte de l'argent, il ne suffit pas d'avoir une bouche, il faut derrière investir. Et on se rend compte que dans l'investissement, on peut avoir des scénarios, des hypothèses de travail, c'est ce que je vous propose très souvent, mais derrière, il faut savoir comment les exécuter. Et entre prévoir et exécuter, il y a quand même une très large différence. Et honnêtement, cette année, si vous regardez globalement mes performances, vous allez vous dire, c'est super, tu as été très bon, etc. Très bien. Mais si on se fait un petit peu son propre avocat du diable, si je regarde réellement ce que j'ai travaillé en hypothèse de travail, ce que j'ai exécuté derrière, j'ai fait du très mauvais boulot. J'ai été dans une incapacité d'exécuter. Et quand j'ai exécuté, de conserver, de bien exécuter. Il y avait largement dans les hypothèses de travail, les sous-vagues qui ont été définies, on n'était pas loin quand même de très très bon timing très souvent. Mais derrière, dans l'exécution, je n'ai pas été très bon. Alors, c'est ça aussi qui est important. C'est pas juste regarder la performance brute, nette, mais c'est de regarder un petit peu plus au-delà quand vous allez faire votre bilan de fin d'année, c'est de se dire, c'est d'aller un petit peu au-delà que juste la perf. Il ne faut pas se flageller non plus. L'important, c'est de se dire, ok, j'ai réussi. Mais en point d'avancement pour l'année prochaine, c'est de dire, voilà, j'ai pas trop mal prévu, ok, c'était pas si mal que ça, c'était donc bonnes années macro, etc. Mais l'exécution quand même,
Il y a du boulot, ça n'a pas été bon, et quand ça a été bon, ça n'a pas été tenu, ça a été transformé en trade court terme, etc. Donc il y a une petite problématique. Donc il faut travailler un petit peu plus sur l'exécution. Qu'est-ce qui a coincé? Émotionnellement, je ne réussissais pas à tenir les positions parce que j'y croyais un petit peu trop, donc je prenais des trop grosses tailles de position, et puis ça a influé. La volatilité du marché, c'est toujours inhérent, bien entendu. L'environnement aussi, ne sous-estimez jamais votre environnement, que ce soit la famille, etc. Il y a tout un tas de choses. Moi également, je dois m'adapter sans cesse à les changements d'emploi du temps. Donc voilà, il ne suffit pas de se flageller, il ne faut pas se déresponsabiliser non plus, mais voilà, comprendre qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et voilà. Et donc depuis également que je me concentre sur la macro, bon ben voilà, ça s'améliore bien, etc. Il y a une bonne compréhension. J'espère que j'arrive à le diffuser et à le faire comprendre. Mais après, voilà, l'exécution, c'est quand même une grosse part. Et quand vous regardez tous les annonciateurs de prévision X ou Y, ben, ils ont le côté prévision, c'est très bien, mais le côté exécution, ils n'ont pas, parce qu'ils n'investissent pas. Donc, si vous voulez, ça enlève, pour moi, c'est là où est la quintessence de la véritable prévision utile. Sinon, tout le reste, c'est du bruit de marché. Okay, donc, faire très attention parce que le bruit de marché, également, finit par vous impacter et vous empêche de prendre les positions que vous aimeriez prendre, ou au contraire, vous en fait prendre d'autres que vous ne connaissez pas, et c'est là où le drame agit en silence. Donc, pour revenir à nos taux, moi, je verrais plus une construction. Ça serait mieux, mais si on casse ici par le haut, on va se détendre sur les taux, mais le risque, c'est qu'on commence à avoir peur beaucoup sur la récession, en tout cas qu'on s'en serve comme prétexte. Au niveau du Brent, je ne vous fais pas de dessin, on a cassé par le bas, donc évidemment le marché pense un petit peu plus récession que inflation. Maintenant, je pars du principe que pour moi, la tendance de fond reste haussière sur le Brent, au-dessus des 60 $. Il ne faut pas omettre qu'à 70 $, ça va à tout le monde, hein. Tout le monde continue à faire son petit business. 70 $ le baril, ça convient très bien. Puis, politiquement aussi, ça convient bien. Donc voilà, ne pas sous-estimer également qu'on reste dans une tendance haussière de fond. Et maintenant, c'est ça aussi qui va être le plus important, c'est ce que je vous ai dit déjà en début de vidéo, c'est pas réellement qu'on désinflate et qu'on fasse baisser le prix des matières premières. À quelle vitesse? C'est la vitesse qui va nous donner maintenant la différentielle dans le débat de récession douce, récession dure. Donc c'est ça qu'il faut regarder un petit peu, la vitesse des stats, mais surtout la vitesse de la psychologie du marché et donc du prix. Et au niveau de l'euro-dollar, même chose que sur les taux, on est sur un niveau de résistance. Oui, si on casse, on peut revenir sur la zone des 1,8, mais ça serait une extension qui serait proratisée dans la foulée. Dans tous les cas, là aussi, ça a besoin de construire. Alors on va avoir la Fed, on va avoir la BCE. Si la Fed monte de 0,5, la BCE monte encore de 0,75, et que le discours de la Fed est plutôt en mode oui, on va commencer à moins monter les taux et limite à faire une pause au premier trimestre 2023. Et si Lagarde, elle, alors pour moi, elle n'en a pas les moyens parce ils vont arriver à un niveau de marge de manœuvre très limite plus rapidement que la Fed, logiquement. Mais bon, en gros, si elle décide quand même d'avoir un discours assez sévère, l'euro peut continuer de s'apprécier un petit peu face au dollar. Mais globalement, pour moi, ça va être exactement la même chose. Ce que j'attends en début d'année 2023, c'est plus de la construction et du zigzag. Et c'est les sorties de ces constructions-là qui nous permettront de valider derrière les prochains scénarios moyen terme que l'on aura pour l'été 2023, quelque chose comme ça. De toute façon, semaine après semaine, je continuerai à faire ces vidéos autant que je le peux pour faire ce type de point. Donc voilà un petit peu où on en est. Et sur l'or et l'argent, on en est au même point, c'est-à-dire qu'on a bien engagé les rebonds, on arrive sur les zones de résistance dorénavant. Donc soit on pousse en effet, c'est de l'extension, soit on commence à construire un petit peu. Pour moi, on est quand même en train de construire des retournements. Donc on n'est pas à l'abri de faire de la correction par rapport au mouvement haussier qu'on a connu, mais qui ne remet pas en cause, à mon avis, tant qu'on sera au-dessus des 1700 $, le fait qu'on est bel et bien en train de construire du retournement sur l'or. Donc on est en train de jouer la récession, et potentiellement donc on jouera le fait que les banques centrales
devront faire leur pause et stopper leur quantitative tightening plus rapidement que ce que les banques centrales veulent bien nous dire pour le moment. Et ça, pareil, on va le savoir uniquement à la vitesse à laquelle on va faire le retournement. Et ça va être la même chose sur l'argent. Moi, je crois toujours qu'il y a un potentiel supérieur sur l'argent, et derrière, il surperforme actuellement. Donc là, même chose, retournement qui est en train de s'acter. Il y a encore du boulot, bien entendu, il y aura encore de la construction, très certainement, il faut pas l'omettre, mais on s'est remis dans les dispositions pour commencer à jouer le retournement de la tendance haussière de long terme. Donc là aussi, pour les mêmes raisons que précédemment, c'est-à-dire que, et c'est là tout le comble, globalement, il faut que l'inflation baisse pour que l'or et l'argent remontent, non pas parce qu'ils sont une protection contre l'inflation, et en l'occurrence, ils n'ont jamais protégé, mais surtout parce qu'on joue la récession, et donc on joue le fait que les banques centrales devront relancer la planche à billets à un moment donné. Et c'est ça, vraiment, qu'on est en train de plus jouer en termes de protection, plus que contre l'inflation au final. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve pour la seconde partie que je publierai. Elle sera certainement déjà publiée quand vous regarderez cette première partie, en tout cas, où elle sera publiée le lendemain. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ces vidéos sont compréhensibles. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos où je rentre peut-être un petit peu plus dans le détail d'un certain nombre de choses que je peux aborder de manière superficielle ici, dans cette espèce de synthèse, grosso modo. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, voilà, retweetez, etc., peu importe. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, ça motive également à continuer, à sentir que ce travail est utile, et donc ça me pousse également à trouver un petit moment toujours pour le réaliser. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous, et on se retrouve lundi. Salut les graphes.